chacun, vous définiriez finalement ce mot atypique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Joseph, vous voulez commencer? Tout d'abord, merci beaucoup. Très heureux de pouvoir partager ce temps. Ce seront des moments, j'en suis sûr, fructueux et passionnants. Alors, sur la question de l'atypie, mais en fait, c'est tout bête et méchant, je dirais. Il y a un échantillon humain et la moyenne statistique, c'est la norme. C'est comme ça que fonctionne par exemple la psychiatrie. Si on s'écarte de la norme, on est jugé atypique. Ou alors, dans le vocabulaire médical, on est concerné par un trouble ou par un problème. Mais est-ce que être différent de la moyenne, est-ce que c'est mauvais? C'est la grande question du jour. Merci Joseph. Est-ce que Agathe, vos enfants se sentent atypiques? Alors c'est compliqué, j'ai beaucoup de mal à définir effectivement le côté atypique. Donc mes enfants sont porteurs de handicap, j'en ai 3 porteurs de handicap et 2 pas porteurs de handicap, mais j'ai du mal à dire, enfin ils ont leur caractère, je trouve que c'est plus je vieillis, plus j'ai du mal à définir ça. Et en tant que mère, en fait, je ne me définis pas comme mère d'une catégorie d'enfants et après mère d'une autre catégorie d'enfants. Je suis la mère de mes 5 enfants et donc j'ai beaucoup de mal à définir ça. J'aurais été plus capable de le faire il y a 25 ans. Mais plus je vieillis, plus j'ai du mal à le définir. Merci Agathe. Loïc. Peut-être en complément de ce qu'a dit Joseph, mais de manière un tout petit peu différente, il y a une définition qui dit qu'être atypique, ça ne renvoie pas forcément au fait d'être en dehors de la norme, mais ce qui sort de l'ordinaire, en tout cas qui n'est pas du type habituel. Et moi, j'aime bien, en tout cas, me dire quelqu'un d'atypique, c'est quelqu'un d'original, qui a une spécificité et pas forcément renvoyé à cette notion d'anormalité. En tout cas, moi, c'est le regard que j'essaie de poser sur les personnes avec un handicap que j'accompagne et qui, du fait d'une difficulté sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan psychique, vont avoir peut-être voilà, un côté plus original que la moyenne et dont la situation particulière nous déroute. Pour moi, c'est ça. Quelqu'un d'atypique, parfois, c'est quelqu'un qui nous déroute, qui nous fait nous interroger, qui nous désarme aussi, d'une certaine manière. Voilà. Quelqu'un avec qui, parce que ça sort de l'ordinaire, nous interpelle, en tout cas. Alors, sortir de l'ordinaire, être atypique, différent, nous faire un pas de côté, est-ce que finalement c'est compatible d'être atypique et heureux? Est-ce que on va commencer à répondre à la question, est-ce que notre société ouvre des chemins possibles? Qui veut commencer? Merci. Je crois que ça pose la question essentielle du modèle de société que l'on a ou que l'on devrait avoir. Est-ce qu'on doit tout miser sur une sorte de standardisation de l'être humain ou est-ce qu'au contraire, on se dit que la société existe parce qu'il y a une pluralité des possibles? Et je suis convaincu évidemment de la deuxième option, ce qui a des répercussions majeures sur le plan, je dirais, des idées, mais aussi sur le plan politique, culturel, social. Ça a des, je dirais, conséquences majeures. Et peut-être que justement, à mon avis, le bonheur, c'est aussi le fait de découvrir d'autres types de fonctionnement. Pourquoi est-ce que le dimanche, par exemple, on fait une promenade? Ça crée un petit sentiment de bonheur que d'être dans un lieu qu'on ne connaît pas ou qu'on découvre, qu'on redécouvre. Eh bien, avec les fonctionnements humains, c'est un peu pareil. L'être humain est ainsi fait qu'on a, j'en suis convaincu, un petit fragment de bonheur lorsqu'on peut découvrir un autre monde, un autre univers. Et donc, c'est un peu, je dirais, ces petits fragments, ces petits éclats messianiques, pour parler comme Walter Benjamin, que l'on peut tisser une vie et tisser aussi la pluralité d'une société humaine. Merci Joseph. Agathe, est-ce que finalement vos enfants sont heureux? Qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient heureux dans notre société? Alors, alors, je vais parler en tant que mère, en fait. J'ai du mal à dire s'ils sont heureux ou pas heureux, mais en tout cas, si moi je suis malheureuse, ils seront malheureux. J'ai mis du temps à accepter cet état de fait et j'ai eu du mal notamment pour ma 3e enfant Isabelle. Donc en fait j'ai Malo qui est grand, qui est en foyer de vie à l'Arche. Ensuite j'ai Inès, j'ai Jeanne et puis j'ai Isabelle.
Donc Jeanne et Isabelle ont la même maladie et on a ensuite Louis qui ne l'a pas. Et pendant longtemps, Isabelle, c'était un peu presque l'enfant de trop. En fait, j'ai mis du temps à me dire, c'est ok, elle est comme ça. Et une fois que je me suis dit ça, tout s'est apaisé. Donc en fait, pour qu'il soit heureux, il faut que moi déjà, je sois dans l'acceptation, la déprise, me dire, ok, c'est comme ça. Donc je dirais, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, moi, par contre, ça m'a rendue heureuse d'être avec eux. En fait, plus ils ont grandi, plus je me suis apaisée, plus finalement j'ai appris plein de choses justement parce que ça m'a déplacée, comme tu dis, parce que ça m'a emmenée dans un parc dans lequel j'avais pas l'intention d'aller au départ. Mais finalement, ce parc est sympa en fait. Voilà. Et dans le monde scolaire, puisque vous êtes professeur? Alors dans le monde scolaire, je trouve que... On peut être atypique et heureux? Voilà. Oui, mais il faudrait que les profs se disent que c'est possible. Enfin, on n'accueille pas les enfants comme on devrait les accueillir. En fait, on devrait se dire c'est génial pour un collège d'avoir des enfants handicapés. En fait, le collège, c'est un endroit très compliqué où ils sont assez violents. Et je suis sûre que s'il y avait plein d'handicapés dans les classes, plein d'handicapés partout, tout ce monde-là s'apaiserait. En fait, ils ont un rôle à jouer, mais on leur refuse ce rôle pour l'instant. On commence à y venir, mais c'est très très lourd, c'est très très lent. Ils vont pas faire suivre un cours de français parce qu'ils n'ont pas le niveau de français, mais en fait ça pourrait être bon pour la classe, quoi qu'il arrive. Donc je trouve qu'en fait on prive la société, on prive les collégiens, notamment les collégiens, je pense qu'on les prive du handicap et ça les ferait énormément grandir. Donc je trouve que pour l'instant on n'y est pas encore. Alors vous, Loïc, justement, vous n'avez pas été privé de cette rencontre possible avec des personnes handicapées. Ça a transformé votre vie. Vous pourriez nous raconter? Eh bien, ça s'est passé au moment de... Le déclic, c'est à l'adolescence. Et vous savez tous que l'adolescence, c'est un moment particulier, un moment où on se construit dans notre identité, où on se cherche et où souvent on veut ressembler aux autres pour être apprécié, pour être intégré. Et aussi un moment où on peut se sentir différent et voir cette différence comme un obstacle finalement pour trouver sa place. Moi, par exemple, j'étais pas grand. Alors ça n'a pas beaucoup changé. Pas sportif, dans une famille très sportive. Donc j'étais atypique dans ma famille. Pas bon danseur, ce qui est pas top quand on veut danser avec les filles aux premières soirées. Voilà, peut-être je me demandais comment j'allais être comme les autres. Et puis j'ai eu la chance d'être invité à accompagner des jeunes en situation de handicap pour un pèlerinage. Et puis après pour d'autres camps, d'autres séjours, les Journées mondiales de la jeunesse notamment. Et ça a été des moments de rencontre où finalement je me suis rendu compte qu'eux étaient encore plus différents, encore moins à la hauteur. Moi qui ne me sentais pas trop à la hauteur, eux, c'était pour certains, je dirais, ils partaient de plus loin. Et moi, ça m'a remis à ma place de me dire, mais en fait, tu essayes de ressembler à quelque chose, d'une image idéalisée, là. Et en fait, eux, ils ont le sourire. On est ensemble, on est joyeux, on est heureux. Donc, c'est pas là que ça se joue, quoi. Finalement, le bonheur, il n'est pas dans cette recherche d'une image, d'une apparence. Et j'avais l'impression, enfin, c'était pas une impression, j'ai vraiment vécu des relations vraies avec ces personnes, avec ces jeunes qui avaient le même âge que moi, qui étaient pour certains dans leur fauteuil roulant, pour d'autres qui avaient une déficience intellectuelle. Et puis finalement, on arrivait à partager les mêmes aventures et c'était du bonheur. Donc moi, j'ai compris que pour être heureux, enfin en tout cas c'est ce que j'ai perçu à ce moment-là, d'abord, il ne fallait pas être seul. Il ne fallait pas non plus être avec d'autres, mais en compétition. Et puis il fallait s'enrichir mutuellement de ce qu'on était avec nos forces et nos faiblesses. Et donc ça a été le point de départ pour moi d'un chemin de transformation, vraiment presque de conversion, en étant ramené à ce qui fait notre humanité. Moi je me suis senti appelé à être plus simple, essayer d'être plus humble, d'être plus en phase avec les valeurs aussi qui m'avaient été transmises par ma famille. Et je me retrouvais tout à coup capable de vivre ça avec ces personnes-là. Donc j'ai abandonné à ce moment-là mon projet d'orientation professionnelle qui se dirigeait vers le design. Et puis à 17 ans, je suis rentré dans une école d'éducateurs spécialisés. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance au départ, mais tout en continuant à faire des séjours
Parce que vraiment, moi, les séjours d'été qu'on faisait, c'est les moments où j'étais le plus heureux en fait dans mon année. Et ensuite, on a fondé le Grain de Blé quelques années plus tard. Donc cette association qui accueille des personnes en situation de handicap. Et l'esprit qu'on voulait, c'était bien sûr être au service du bien commun, faire le bien pour ces personnes-là, mais aussi une dimension un peu égoïste finalement, faire quelque chose qui allait nous donner de la joie. J'ai eu la chance de pouvoir me construire un travail qui me rend heureux. Voilà. Merci. Joseph, vous diriez la même chose? Qu'est-ce que, dans toutes les rencontres que vous faites, j'imagine que vous rencontrez certainement beaucoup de personnes atypiques, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Merci. J'ai beaucoup aimé l'expression « eux, ils ont le sourire ». J'aurais envie de signer moi aussi cette expression-là. Je me considère comme quelqu'un d'extrêmement chanceux parce que je rencontre tous les jours des personnes extrêmement diverses. Et ça, je crois que c'est un privilège, c'est un don d'avoir ces rencontres-là, de pouvoir faire ces rencontres. Alors, ce sont par exemple des étudiants que j'ai la joie de suivre. Certains de mes étudiants ont des handicaps très marqués. Si vous connaissez par exemple le savant anglais Stephen Hawking, donc à peu près, il y a des personnes qui ont ce type de handicap-là. Mais ce qui me marque, c'est qu'eux ne se plaignent pas. Ils sont partants. Je vais le dire très cyniquement. Combien est-ce que vous connaissez de jeunes personnes qui adorent lire La Princesse de Clèves, qui sont prêts à bosser le samedi à 23h et qui, je dirais, n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir enfin avoir la version lisible à la machine de je ne sais quel bouquin de Platon, quoi. Il y en a, moi j'en connais, voilà, ça existe, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Parfois, on ne sait pas où est le handicap, à vrai dire, parce qu'il y a des gens qui, médicalement parlant, n'ont pas, on va dire, de particularité, mais ils gémissent tout le temps. Parce que le café était froid, enfin que sais-je quoi. Donc là, véritablement, je me dis que l'être humain, l'espèce humaine, elle est extrêmement diverse et je crois que c'est ça la clé de la survie et de l'avenir de l'humanité. S'il n'y a qu'un seul modèle d'être humain, ça va très vite coincer à brève échéance, quoi. Et donc, encore une fois, je me permets de redire la phrase clé, ils ont le sourire, quoi. Ça, je trouve que ça résume tout. Vous diriez ça de vos enfants, Agathe? Est-ce qu'ils ont tout le temps le sourire? Et est-ce que vous avez des retours? Parce que c'est vrai qu'on voit à l'OCH que c'est pas si facile pour une famille de confier son enfant parce qu'elles ont peur de déranger. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pensez qu'effectivement, là où ils vont, ils apportent quelque chose à la société? Oui, alors est-ce qu'ils ont tout le temps le sourire? C'est les enfants, donc en fait, effectivement, voilà, la pharmacienne, quand il y a eu un changement de dosage de Levothyrox, ils ont un problème de thyroïde, m'a dit est-ce qu'ils ont des sautes d'humeur? J'ai dit ma fille, elle a 15 ans, est-ce qu'elle a des sautes d'humeur? Oui, elle a des sautes d'humeur. C'est normal, elle a 15 ans. Voilà. Mais alors les confier, c'est pas si facile que ça, parce qu'effectivement, on va demander une charge que nous on porte toujours et on la demande à quelqu'un d'autre. Donc en fait, ça c'est un peu compliqué. Là, rien que de venir ici, c'était assez compliqué. Là aujourd'hui, ça va, mais hier c'était un peu speed. Mais effectivement, on se rend compte que quand on les confie, il y a un premier cap à passer, mais qu'après, les gens, effectivement, ont l'air d'être touchés qu'on leur ait fait ce cadeau-là. Alors que nous, en tant que parents, on se dit, bon, on va leur demander, est-ce que voilà, ça va être lourd, etc. Et la plupart du temps, dans le retour, j'ai plutôt ce retour-là. Donc, une petite expérience peut-être où quand ils vivent un camp à l'extérieur ou quelque chose qui... Ouais, alors, mes enfants ont fait un camp cet été, un camp chrétien qui s'appelle Zion, qui est pour tous les ados. Alors la difficulté, c'est qu'il a fallu que je quémande un peu de savoir s'ils pouvaient me prendre mes enfants. C'est là où je trouve que la société n'est pas encore parfaitement inclusive. C'est qu'il faut demander si on peut mettre ces enfants-là, alors qu'on ne demanderait pas pour les autres enfants. Bon, voilà. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et à la fin du camp, la responsable du camp m'a dit « Oh, mais d'habitude, il y a toujours des conflits interpersonnels. Et là, cette année, c'est la première année où il n'y en a pas eu. » Parce qu'il y avait vos enfants qui étaient là et qui étaient, notamment, on avait notre Isabelle qui était un peu fragile sur le point émotionnel. Et en fait, ils ont pris grand soin d'elle. Et en fait, ça a permis aux autres enfants de se dépasser. Et tu vois, je te rejoins, Joseph. Moi, je suis prof en collège. Il y a plein d'enfants qui ne sont pas heureux aujourd'hui, des adolescents. Ils sont très anxieux, ils vont très mal, etc. Alors qu'effectivement, moi, mes enfants se posent 10 fois moins de questions que ça.
C'est qu'est-ce qu'on va manger? Si c'est moules frites, c'est cool. C'est tout. Loïc, est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi parce que je sais que dans votre association, l'idée c'est effectivement de vivre, pas de rester dans leur lieu de vie, mais vraiment d'être le plus possible à l'extérieur. Est-ce que vous voyez effectivement tout ce que les personnes qui vivent dans ce foyer apportent quand ils vont à l'extérieur? Est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter pour nous donner des idées? Oui, moi ce qui me touche souvent et ce que les gens qui viennent dans l'association ce dont ils nous témoignent, c'est souvent la délicatesse des personnes, leur gentillesse. Souvent, quand quelqu'un arrive, ils ont vraiment une attention particulière à la personne. Là où parfois on salue des gens de manière un petit peu, je dirais, par obligation ou très formelle. Là, le souci de connaître, de comprendre qui est cette personne qui vient, et puis d'y prêter une attention. Il y a une vraie simplicité, je trouve, dans la manière d'être, parce que peut-être ils s'encombrent moins que nous d'artifices, de faux semblants, ou peut-être pas l'envie ou la capacité de jouer un rôle, et finalement une plus grande authenticité. Et qui nous invite du coup à sortir nous aussi de notre posture, de notre rôle. Il y a des personnes, parfois, je vois arriver avec des codes très institués, mais qui ne fonctionnent pas avec certains de nos résidents. Et il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, si la personne se présente par son nom de famille et sa fonction, un titre qu'on ne comprend pas, un organisme, l'OCH par exemple, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je suis Florence et je suis en visite chez vous aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui remettent la rencontre au cœur, vraiment. Et puis, alors, je tiens à préciser une chose. Ça permet de rencontrer l'autre de manière authentique avec ses défauts et ses qualités. Mais ils ont des défauts comme tout le monde. Non, mais c'est important aussi de ne pas être dans une idée de présentation un peu angélique des personnes handicapées qui seraient parfaites et sans défaut. Oui, puis c'est difficile aussi de faire une généralité par rapport aux personnes handicapées. On est bien exactement. Ça, on se garde vraiment de ça. Bien sûr. Mais souvent, parce que c'est des personnes qui vont avoir un enjeu de devoir accéder aux choses basiques et essentielles de la vie, dont nous on bénéficie quand on est valide sans se poser de questions, finalement, ils vont moins s'encombrer de tout ce superflu. Voilà, c'est là que je trouve cette authenticité. Et beaucoup de personnes nous disent, et ça rejoint ce que tu disais, Agathe, on est venu pour rendre service, mais qu'est-ce que ça nous a fait du bien? Parce que là, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, il n'y a pas de qui est le meilleur, il n'y a pas voilà, il y a moins de faux. Il y a quelque chose de beaucoup plus vrai. Et puis une chose aussi dont on a été souvent témoin, c'est que ceux que l'on peut parfois regarder comme des petits, des personnes discrètes, des cabossés parfois de la vie, ou de manière plus générale des personnes originales, atypiques, parfois elles font énormément de bien en silence, sans même s'en rendre compte. On a l'un des résidents d'une de nos maisons l'an dernier qui est décédé à 40 ans. Et au moment de ses funérailles, l'église était archi pleine et on a reçu énormément de témoignages, des mails, des courriers de gens qui nous disaient Vendry était quelqu'un de vraiment gentil, qui prêtait une attention à chacun sans condition. Si vous vouliez être son ami, il était votre ami. C'était quelqu'un qui... Alors pour moi, ça renvoie à l'idée de fraternité universelle. C'est celui qui était prêt, qui avait le cœur ouvert. Et si vous voulez qu'on soit amis, on est amis. Mais aussi bien un collègue de travail dans son ESAT que le boulanger du quartier. Et donc tous ces gens sont venus à ses funérailles pour lui dire merci. Et il y a un commerçant qui a fermé sa boutique ce jour-là pour venir, parce qu'il dit, à chaque fois qu'il venait, il me demandait comment j'allais, ce que ne font pas mes clients du reste de la journée. Voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment des témoignages très, très forts de ce cœur ouvert, généreux, et quand même beaucoup des personnes qu'on accompagne. Encore une fois, je ne vais pas faire une généralité absolue, mais je me dis, s'il y avait plus de personnes comme ça dans les hautes sphères, à Washington ou au Kremlin, je pense qu'on vivrait un peu plus en paix. Voilà. Du coup, ça permet de rebondir et de se dire qu'est-ce que ce serait finalement une société heureuse?
Est-ce que ça doit être synonyme d'une société, je sais pas, réussie? Joseph, je suis sûr que vous avez des choses à nous dire sur ça. Merci. Alors, j'aime beaucoup le propos. Alors, on pourrait peut-être raconter aussi une petite anecdote personnelle. Il y a quelques jours, j'étais dans un établissement, je ne dirais pas où, en France. Et vous imaginez la scène avec les personnes en situation de handicap dans une cour qui, je dirais, passe le temps. Et là, je vois près d'un mur, il y a un type qui a l'air tout tristounet. Il a des cheveux longs et sales, quoi. Donc, je vais le voir et je lui dis « Bonjour, je suis Joseph, et vous ?» Et il me répond « Je suis le psychiatre, quoi. » Bon, oups, pardon, quoi. Voilà. Donc, bref, quoi. Tout ça pour dire que les titres et statuts, c'est finalement anecdotique par rapport aux réalités humaines. Mais par rapport à la société heureuse, pour moi, les personnes différentes sont de facto des laboratoires ambulants. L'expression n'est pas de moi, elle est de mon premier employeur aveugle de naissance. Parce que quand on est différent, quand on a besoin d'aide, par exemple pour traverser la rue ou pour je ne sais quelle autre activité, de facto, on crée du lien. On est dans le lien interhumain. Et à ce titre-là, la personne différente, la personne dite handicapée, est nécessairement créatrice de liens interhumains, à des titres divers ou des modalités diverses, et en étant plus ou moins exclue de la société aussi. Mais fondamentalement, la personne différente crée, je dirais, un modèle de vie. Elle ne peut pas reprendre juste une case existante. On parlait des hautes sphères. Donc, vous ne pouvez pas juste prendre un prétendu modèle des hautes sphères et essayer de l'appliquer dans votre vie. Ça ne va pas marcher, quoi. Et je dirais Dieu merci. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, de facto, la différence est créatrice de liens sociaux. Et j'irai même plus loin, si j'ose le dire. Je ne crois pas du tout aux modèles de société qui sont basés sur la force ou la domination. Ce n'est pas parce qu'il y a un type hyper puissant qui peut vous mettre en tôle pour 30 ans que la société va fonctionner, quoi. Ce n'est pas ça ce qui fait une société fonctionnelle ou de qualité. Ce qui fait une société fonctionnelle, à mon avis, c'est le fait que chaque personne ait un profil différent, chaque personne ait des vulnérabilités différentes, et la mutualisation de tout ça, je crois qu'on peut l'appeler société. Du moins, ça, c'est ma petite opinion. Merci Joseph. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Agathe, est-ce que tu aurais dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, avant même que tes enfants naissent, qu'est-ce qu'aurait été une société réussie? Moi, je viens d'un milieu assez où il fallait faire des études, où effectivement plutôt un milieu un peu, je dis souvent, un peu dominant. Et donc effectivement, d'avoir ces enfants-là, c'est pas du tout prévu au programme. Et on faisait tous des études, enfin voilà, moi j'ai un oncle qui est polytechnicien, j'ai des frères, j'ai des cousins qui ont fait Centrale, les mines et tout ça. Et quand Malo, il a fait 2 petites sections, 2 moyennes sections, 2 grandes sections et qu'on m'a dit il va pas rentrer en CP, j'ai m'imaginé même pas qu'on puisse pas rentrer en CP, c'était pas dans mes codes. Donc ça m'a déplacée profondément. Voilà, mais aujourd'hui, je me dis on est un peu au milieu d'un gué, on est en train de changer de société. On part justement de ces sociétés où aussi on les enfermait aussi pendant très longtemps. Enfin voilà, on est des sociétés qui les ont massacrés aussi, nos enfants handicapés. Voilà, la Shoah, c'était ça aussi. Et du coup, se dire, en fait, finalement, là, on arrive dans une nouvelle société, mais on est un peu au milieu du gué. On en veut et on n'en veut pas, quoi. Donc en fait, on n'est pas encore rendu. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui changent dans la société, où c'est beaucoup plus facile. Malo a 20 ans, 25, il a 26 ans. Entre quand il est né et au début et aujourd'hui, la société les inclut beaucoup plus, grâce d'ailleurs à des trucs comme ce que toi tu fais. Enfin, ça vient en fait, ou l'OCH. Merci. Alors, on va faire une petite pause, vous allez comme ça pouvoir boire. L'OCH a été rencontré Tanguy Châtel, qui est cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société, dont le but est vraiment de convertir justement des vulnérabilités en progrès social et économique. Et nous sommes allés donc lui poser quelques questions. Alors, on va l'écouter. C'est une petite vidéo qui dure 8 minutes. Et puis après, je vous demanderai de réagir à cette vidéo. Vous allez la voir aussi ici.
Bonjour, je suis Tanguy Châtel, j'ai 59 ans. Je suis sociologue, j'ai été longtemps bénévole en soins palliatifs et je suis cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société. Je suis désolé de ne pas pouvoir être physiquement présent, mais en tout cas, je suis heureux de pouvoir m'associer à vos réflexions, même à distance. La vulnérabilité n'est pas ce qu'on croit. La vulnérabilité n'est pas la désignation de quelqu'un qui serait nécessairement différent. Le mot vulnérable vient de vulnus, qui veut dire blessure, et donc être vulnérable, c'est risquer d'être blessé. À partir de ça, on peut tous se reconnaître dans le fait que nous sommes vulnérables, puisque si on vous pose la question « est-ce que vous êtes invulnérable ?», je ne doute pas que vous n'oserez pas répondre « oui ». Donc en réalité, il y a bien des gens qui sont différents, même si on peut considérer qu'on est tous différents les uns des autres. Et ce que le Cercle Vulnérabilité et Société a travaillé, c'est comment la vulnérabilité est universelle et fait partie de notre condition humaine, mais certains font l'expérience d'une fragilité. Et donc il faut bien distinguer les deux mots, parce que la fragilité, c'est lorsqu'on est blessé, mais qu'on risque en plus d'être brisé. Donc c'est important de revenir au sens profond des mots. Et il y a des gens qui sont dans des situations de vie qui les exposent à des difficultés plus importantes que nous au quotidien. Mais il y a quand même une vraie résonance entre chacun d'entre nous par le fait que nous sommes vivants. C'est ça ce que dit le mot vulnérable. Vulnérable, c'est être vivant. Un rocher n'est plus vulnérable. Un rocher peut juste être cassé, mais pas blessé. Voyez. Et donc, à partir de ça, ça nous oblige, d'une certaine manière, à prendre en considération non seulement la richesse de notre vulnérabilité, puisque nous serions très pauvres de ne plus être vulnérables, mais en plus notre responsabilité à l'égard de ceux dont la vulnérabilité est plus accentuée, du fait d'une dégradation de leur capacité physique ou psychique ou même sociale. Donc la vulnérabilité, ça reste le ciment de toute forme de société. Sans reconnaissance de la vulnérabilité, on finit par vivre dans des sociétés où chacun est un individu isolé, et ça n'est pas la meilleure manière de se sentir vivant. Alors le premier point, c'est déjà d'accueillir sa vulnérabilité. C'est pas évident parce qu'on est dans une société où le principal ressort, c'est de faire semblant, de donner une impression de soi, de faire bonne figure, parce qu'on craint que nos failles ne soient exploitées. On est donc dans des sociétés où on se méfie abondamment les uns des autres, et donc on se protège. On se protège du regard des autres, mais on se protège aussi de la possibilité qu'ils auraient d'exploiter chez nous une sorte de faille. Il y a des travaux abondants qui montrent que le premier ressort qui nous empêche d'accueillir notre vulnérabilité, c'est la honte. Ça veut dire que dans une société où on évalue les performances des individus en fonction de leur capacité physique ou psychique, on crée des hiérarchies. Et donc on crée aussi des systèmes d'évaluation qui stimulent le fait qu'on pourrait avoir honte d'être qui on est. Donc le premier élément, c'est d'accepter d'être qui on est en repoussant les tentations de pouvoir de se laisser rattraper par des jugements ou des hontes. Une fois qu'on a moins honte d'être qui on est, ce qui suppose au préalable quand même un vrai travail sur soi avec l'entourage comme étant une forme de soutien, alors on devient beaucoup plus capable d'aller à la rencontre des vulnérabilités des autres, puisqu'on peut même les aider à en avoir moins honte. La puissance du témoignage, quand on ose parler un peu de soi simplement, illustre que c'est facile de déverrouiller les points de blocage chez l'autre qui, à son tour, devient capable de témoigner, et c'est comme ça qu'on crée du lien. En fait, les sociétés se construisent en créant du lien, non pas sur la rencontre de nos forces, mais bien sur la rencontre de nos vulnérabilités, et parfois même de nos fragilités. Alors en quoi est-ce que ça crée de la force d'accueillir sa vulnérabilité? Déjà, ça crée du lien, je viens de le dire, mais en plus, on a tous l'expérience d'avoir traversé des moments particulièrement compliqués, exigeants, des séparations, des moments de maladie, des moments de deuil, des moments de doute, d'une manière générale, hein, professionnelle, privée. Ça nous façonne. On ne traverserait pas une vie sans avoir expérimenté ces moments, et dans ces moments, on découvre des ressources en soi, parce qu'elles sont généralement insoupçonnées et qu'on est par la nécessité amené à creuser un peu plus. On découvre des ressources chez l'autre, et pas forcément chez ceux dont on s'attendait à trouver une forme de soutien, mais parfois chez des gens totalement inattendus, ou des gens qu'on enfermait dans une image et qui se révèlent beaucoup plus complexes et beaucoup plus humains que ce qu'on pouvait imaginer.
Et donc cette capacité à se saisir de la question de la vulnérabilité pour faire émerger des ressources, ça c'est une vraie richesse. Ça, c'est une vraie richesse sociale et c'est même une richesse économique parce que ça permet derrière d'innover, d'entreprendre, de créer pas simplement des systèmes sociaux, mais aussi de la technologie, mais aussi des solutions. Voilà. Et donc, en réalité, ce qu'on est capable de montrer d'un point de vue scientifique, c'est que la richesse d'une société s'appuie sur la vulnérabilité et non pas les sociétés s'appauvriraient de la présence de vulnérabilité en leur sein qu'il faudrait gommer ou corriger. Et on peut même montrer que l'intégralité d'un PIB ou la quasi-intégralité d'un PIB d'une nation repose sur la vulnérabilité et cette conscience. Il n'y aurait pas de textile, il n'y aurait pas de logement, il n'y aurait pas de système de santé si nous n'avions pas préalablement pleinement connaissance et conscience de cette vulnérabilité. Donc tout ce que moi je travaille avec d'autres depuis des années, même des décennies, c'est non seulement d'expliciter en quoi la vulnérabilité est une source de richesse, richesse pour soi, richesse chez les autres, richesse entre nous, et donc richesse collective, mais aussi en quoi elle est génératrice de talents, cette vulnérabilité, ces talents dont on a encore de plus en plus besoin dans des moments d'incertitude, au moment où les sociétés ne savent plus très bien vers où aller. Et la vulnérabilité, en fait, son principal talent, c'est de nous rendre adaptables. Grâce à la vulnérabilité, nous faisons l'apprentissage de notre adaptabilité, donc dans des temps d'incertitude, d'imprévisibilité, d'impermanence, peut-être même d'inquiétude. Eh bien, la vulnérabilité est loin d'être notre boulet, ça devient notre principale force, notre principal socle, à condition qu'elle soit accueillie, qu'elle soit partagée avec simplicité et qu'elle soit transcendée par la capacité de créer des choses ensemble. Donc je crois fondamentalement que la vulnérabilité est l'énergie dont nous avons collectivement besoin, c'est la ressource de notre monde et que nous serions coupables et probablement assez imbéciles de cacher cette vulnérabilité, ce qui nous empêcherait d'en faire quoi que ce soit. Au contraire, il nous faut non pas l'exhiber, ce n'est pas le sujet, mais il nous faut accepter de la partager avec simplicité, d'observer comment elle transforme nos vies, la vie des autres, le monde, et en faire une énergie collective pour relever des défis qui sont assez considérables et qui se présentent à nous aujourd'hui. En fait, la vulnérabilité, ça rend heureux. On pourrait penser en première analyse que ça rend malheureux, parce que ça accable, surtout si on se juge ou si on se sent jugé. Mais en réalité, ce qui rend heureux dans la vulnérabilité, c'est la rencontre. Et l'être humain ne se nourrit pas que de sa propre satisfaction, il se nourrit surtout de l'altérité, c'est-à-dire de la capacité à rencontrer quelqu'un qui a quelque chose de différent, qui a quelque chose de complémentaire, quelque chose de surprenant. C'est assez troublant de constater qu'on vit dans des sociétés où la surprise est aujourd'hui pensée comme étant une mauvaise surprise. Donc c'est pour ça qu'on a des sociétés très précautionneuses, avec des principes de précaution, avec des normes juridiques dans tous les sens. En fait, on veut se prémunir de la surprise. Et quand on regarde bien dans nos vies, les moments qui ont le plus de valeur, c'est ceux où on s'est laissé surprendre par une rencontre, par une idée, par un émerveillement devant un paysage, des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc la vulnérabilité, elle nous rend heureux parce qu'elle nous ouvre à quelque chose que nous n'avons pas planifié, que nous n'avons pas organisé. Aujourd'hui, on voudrait véritablement tout verrouiller dans nos vies, être en mode projet, comme on dit, et puis véritablement tout planifier. Et la vulnérabilité, elle nous fait faire l'inverse. Elle nous oblige à nous laisser surprendre, elle nous oblige à découvrir quelqu'un d'autre, à nous laisser émerveiller, et puis surtout à créer des relations qui sont des relations authentiques. Et aujourd'hui, c'est probablement la principale nourriture dont le manque nous fait souffrir. C'est que nos relations sont plus rarement authentiques, souvent intéressées, souvent habillées d'usages sociaux. Et la vulnérabilité, c'est le moment où on se met un peu plus à nu, on découvre l'autre tel qu'il est, on se découvre soi tel qu'on est, on peut s'émerveiller de ça, et c'est ça qui est en réalité la vraie source de la joie, hein, c'est de sortir de soi. Alors, je vais du coup m'adresser à vous, on va essayer de réagir un petit peu à cette vidéo, vous allez nous apporter d'autres éléments. En tout cas, par ces réflexions, Tanguy Châtel appuie un petit peu sur ce que vous avez déjà exprimé. Il rappelle que nous sommes tous finalement différents et vulnérables. Il nous exhorte du coup à nous accueillir tels que nous sommes. Comment vous avez envie de réagir à ça ?
Joseph, allez-y. Pardon. J'ai beaucoup aimé la vidéo. Il y a beaucoup de choses que je trouve très vraies. Par exemple, et c'est un fait, que beaucoup d'innovations, de produits qu'on utilise au quotidien viennent du monde du handicap au sens large. On pourrait faire une liste vraiment à rallonge depuis la télécommande à la valise à roulettes en passant par le téléphone et on peut continuer pendant des heures. Donc, il est parfaitement exact que ce soit la vulnérabilité ou, je dirais, la faiblesse humaine qui crée des choses. Ça, c'est parfaitement exact. Et le fait que cette vulnérabilité, ces rencontres-là créent du bonheur, c'est parfaitement exact. Je me permettrai juste peut-être d'ajouter un petit point. À mon avis, il y a des personnes qui sont plus ou moins exclues que d'autres. Donc, tout le monde, tous les êtres humains ne sont pas logés à la même enseigne, quoi. Alors, c'est pas que tel ou tel handicap soit biologiquement ou définitivement pire que tel autre. Non, c'est pas ça l'idée. C'est une question de jugement social qui fait que tel profil sera mis à l'écart, tel profil sera valorisé, mais dans 30 ans, ça peut être l'inverse. C'est souvent basculant, quoi. Mais donc, comment faire pour que dans notre action concrète, quotidienne, on puisse toujours, avant tout, avoir à l'esprit les gens les plus exclus? Parce qu'il y a un risque de, je dirais, biais cognitif, où il y a un risque de se tromper de cible quand on veut faire de l'inclusion, quand on veut œuvrer à ce monde, on va dire, entre guillemets, j'ose dire, meilleur, quoi. C'est, on va dire, d'oublier, de zapper les personnes qu'on voit le moins, quoi. Et dès lors, on doit véritablement toujours avoir ce petit rappel mental à l'ordre. Ce n'est pas la personne qui gémit le plus, qui crie le plus, qui est la plus visible dans les médias, qui a peut-être le plus besoin de ressources d'inclusion. C'est, je crois, un défi mental, un défi politique. Pour le dire autrement, dans l'univers du handicap, on a une toute petite caisse, quoi. On n'est pas du tout aussi riche que d'autres, on va dire, entités du monde. On a une toute petite caisse. Comment on va l'utiliser au mieux, quoi? C'est une question très concrète et quotidienne. Merci Joseph de nous rappeler effectivement le fait est que dans nos sociétés, beaucoup de personnes handicapées sont très exclues, ça c'est vrai. Est-ce que Loïc, vous avez une expérience par rapport à ça, par rapport à cette idée que les personnes handicapées peuvent nous apporter quelque chose et de fait elles vous ont transformé? Qu'est-ce que vous avez fait comme chemin, vous? Alors, en fait, si je reprends mon parcours personnel, c'est un petit peu différent de ce que Tanguy Châtel expliquait, c'est-à-dire si on accepte ses propres vulnérabilités, alors, une fois que je les ai regardées en face et acceptées, je vais pouvoir plus facilement aller vers d'autres personnes et les accueillir avec leur vulnérabilité. Pour moi, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est vraiment la rencontre avec ces personnes, pour le coup, dans des situations parfois de grande fragilité, pas seulement vulnérables, mais qui m'ont permis d'accepter mes propres vulnérabilités et comme je disais tout à l'heure, qui m'ont un peu remis en place. Et je pense qu'au quotidien, vivre avec ces personnes-là, d'abord, me permet de relativiser beaucoup de choses. Et je reviens à la notion du sourire. C'est que quand une personne vit des choses très difficiles et que nous, on se plaint simplement du temps qu'il fait, on voit bien qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de râler pour tout et n'importe quoi. Parce que si la personne qui, elle, est coincée dans son fauteuil roulant ou ne peut pas travailler à cause de sa déficience intellectuelle, elle arrive quand même à avancer, ou en tout cas, elle fait tout pour. Moi, qui ai des ressources qu'elle n'a pas, il faut que je suive son exemple. Il y a ce chemin d'exemplarité, je trouve, dans beaucoup de parcours de personnes et de leurs familles. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce que les familles traversent. Je ne voudrais quand même pas qu'on élude la complexité de certaines situations de handicap qui génèrent souvent de la souffrance, parce qu'on accompagne aussi, nous, dans notre travail, cette souffrance-là. Mais accompagner ces difficultés, accompagner parfois cette souffrance des personnes
en situation de handicap, ça demande de l'écoute, ça demande de la patience, ça demande de l'humilité, ça demande de la confiance. En gros, tout ce dont la société a vraiment besoin et dont on manque cruellement. Société de la performance, où on répond par de plus en plus de solutions technologiques. On a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous apporte plein de choses formidables. Mais on voit bien que par rapport à ce qui est en jeu dans la difficulté d'une maman, par exemple, de faire confiance à une équipe éducative ou à un foyer pour passer le relais, je ne crois pas qu'il y ait d'intelligence artificielle qui puisse résoudre ça. Et dans beaucoup de choses, je me rends compte que on accède à un rythme, par exemple, qui est plus propice à la réflexion, à l'entente, que dans une société qui va très très vite. Nous, on est obligés de s'adapter au rythme des personnes qu'on accompagne et qui, pour certaines, ne peuvent pas suivre la cadence. Et finalement, quand on s'adapte à elles, eh bien, on a parmi nos bénévoles, par exemple, des gens qui nous disent « ça me fait du bien parce que pour moi aussi, la société va trop vite », alors qu'ils n'ont pas de handicap. Oui. Donc, il y a plein de choses comme ça où on dit, peut-être moi j'ai été formé en tant qu'éducateur à aider les personnes à s'adapter au monde dans lequel elles vivent. Je pense que le monde doit s'adapter à ces personnes-là, à chacun, et en cela, on trouvera plus, tous, notre place avec nos propres vulnérabilités, et on les acceptera tous mieux si on est moins dans la compétition, si on est moins dans la performance, moins dans la vitesse. Voilà. C'est le chemin que vous avez fait aussi, Agathe ? Tu peux le garder. Oui, moi, quand il disait dans la conférence, ce qui nous arrive de plus beau et ce qui n'a pas été planifié. Moi, j'ai regardé beaucoup de témoignages de parents d'enfants handicapés et je les entendais qui disaient ça. Ouais, c'est super d'avoir un enfant handicapé, tout ça. Et je me disais, ouais, enfin, moi, je suis un peu dubitative. Et ça, ils se disent ça, c'est parce que c'est pour se consoler. Donc, j'ai longtemps pensé ça, tant que je pleurais. Et maintenant que je suis consolée, je me dis, mais si, en fait, avec mon mari, on se dit, mais finalement, c'est la plus belle aventure qui nous soit arrivée. Cette aventure, elle était incroyable. C'était une aventure un peu immobile, parce qu'on est resté au même endroit, on n'est pas parti voyager, on n'a pas parti. Moi, je rêvais de faire des tours du monde en bateau, tout ça. Bon, ça, ce ne sera jamais. Mais par contre, on a vécu une aventure un peu de dingue, où il a fallu effectivement se mettre à leur rythme. Enfin, vous avez bien compris que j'étais speed. J'ai des enfants extrêmement lents. Donc en fait, ils me mettent à leur rythme, ou alors ça va pas aller. Donc je suis obligée de faire ça. Mais en fait, c'est ma joie. En fait, ils me permettent ça. En fait, je sais pas à quelle vitesse j'aurais été si j'avais pas eu mes enfants qui m'avaient ralenti. Merci à eux, quoi. Et donc oui, j'ai fait cette expérience mais ça met du temps. Hein. Par contre, ça vient pas tout de suite. Hein. J'aurais pas parlé comme ça il y a 10 ans. Tanguy, dans sa vidéo, parle de la vulnérabilité comme un ciment de notre société. C'est fort. Alors vous l'avez aussi dit, Joseph, en disant que les personnes handicapées atypiques nous montrent un chemin, qu'elles sont un laboratoire. Et c'est vrai que moi, je veux dire que je suis aussi très souvent admirative de la créativité, de l'adaptabilité, de toutes ces personnes confrontées au handicap et qui doivent faire avec un tas de limites. C'est vrai qu'elles développent vraiment des trésors d'ingéniosité pour vivre. Est-ce que vous avez des expériences un petit peu concrètes à nous partager pour rendre concret cette idée que la vulnérabilité est comme un ciment de notre société ? Est-ce que vous êtes convaincu par ça ? Merci. Je vais vous montrer un petit objet. Alors ça, c'est un stylo, tout à fait banal, mais il y a un autre objet qui est à peu près de la même taille que ce stylo. Vous le connectez à votre laptop et dans ce petit objet, il y a 2 caméras qui suivent vos yeux.
et vous pouvez commander votre PC, vous pouvez écrire sur votre PC sans du tout bouger. Vous pouvez être parfaitement immobile, écrire un texte ou travailler sur votre PC. Et vous savez quoi? Une personne qui n'a absolument aucune motricité, qui n'a absolument pas la parole, eh bien vous savez, avec cet outil-là, elle peut écrire, elle peut faire des études, elle peut nous épater. Combien de fois on se trompe sur les capacités réelles de la personne en face de nous? On a très facilement ce réflexe de dire « Ah, il est bête » ou « Il a, pour le dire savamment, un trouble de la déficience intellectuelle ». Ça tue quoi, parce que ça a l'air hyper savant. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, quoi? Et justement, quand vous avez cet acte de foi, un acte de foi qui consiste à donner votre PC à cette personne, une personne dont tous les plus grands experts ont juré qu'elle n'avait aucune compétence. Si vous avez cet acte de foi, vous lui confiez votre PC, vous aurez un moment de terreur parce que vous constaterez que la personne vous écrit et elle s'exprime, quoi, alors qu'on pensait qu'elle en était totalement incapable. Et c'est là, je dirais, qu'il y a un petit moment de rupture qui se passe, une rupture des convictions, rupture par rapport à ce que l'on pensait être vrai, et on découvre un autre univers. Et dans l'univers de la différence, dans l'univers du handicap, de la vulnérabilité, il y a des moments magiques comme ça, qui échappent à tous les scripts pré-rédigés, qui échappent à ce qui était planifié, quoi, Et quand on a la chance de vivre ces moments-là, je crois qu'on n'en ressort pas du tout pareil. On dit qu'il y a des films qui nous bouleversent, c'est sans doute vrai, mais la réalité vraie, c'est beaucoup mieux encore que n'importe quel film. Et donc, à mon avis, la différence humaine, ce sont ces moments qu'on n'oubliera jamais dans la vie. Ce sont quelques minutes, parfois, qui vont nous marquer à tout jamais, quoi. Et précisément, je crois que cet effet presque magique du handicap, de découvrir que ce qu'on pensait être vulnérabilité ou déficience, etc., que c'était juste un autre univers que l'on découvre, qu'on avait ignoré précédemment, quoi. Et donc peut-être que pour moi, c'est ce qui me restera en mémoire, en tout cas. Merci Joseph. Est-ce que Agathe, avec cette expérience finalement de 25 ans de handicap dans votre vie, vous avez fait l'expérience d'une société qui a bougé? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on pourrait dire que la vulnérabilité est un ciment de la société telle que vous la voyez, telle que vous la vivez? Je trouve que la société a changé, ouais. Je trouve qu'elle est... on dit le mot inclusif, j'aime pas trop ce mot-là, mais elle est quand même plus inclusive. Elle permet, moi je peux me promener dans la rue avec mes enfants au supermarché, les gens voient bien en fait qu'il y a mais j'ai plus des sourires, j'ai plutôt de la bienveillance en fait. C'est plutôt assez agréable, alors que j'ai l'impression qu'il y a quelques années en fait toutes les portes se fermaient tout le temps. Alors est-ce que c'est moi qui ai changé aussi? Je sais pas si c'est la société qui a changé ou c'est moi qui ai changé. Parce que moi, je me suis apaisée, donc en fait, est-ce que, du coup, je vois... Au début, j'étais en colère, donc est-ce que, quand j'étais en colère, on ne voit pas les choses de la même manière? Mais j'ai quand même l'impression qu'elle a évolué en mieux. Bon, après, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je trouve que, ouais, c'est plutôt mieux, dans l'ensemble. Mais on a encore du chemin à parcourir. Loïc, Tanguy... Dans sa vidéo, nous disait qu'il fallait partager nos fragilités sans les exhiber. C'est aussi un peu votre signature de votre association, partager nos fragilités, vous allez nous a raconté. Est-ce que, de fait, la société bouge? Oui, indéniablement. Après, ça ne bouge pas aussi fort et aussi vite qu'on voudrait. Moi, je vois dans le secteur médico-social, il y a beaucoup d'évolutions. Mais elles sont insuffisantes et puis elles peinent encore parfois à se diffuser dans ce qu'on appelle le droit commun, dans la société dans son ensemble. Donc nous, on milite aussi, on essaye modestement de permettre cette inclusion, non pas seulement comme une espèce de principe idéologique, mais comme une réalité de vie, c'est-à-dire je suis dans mon quartier avec des voisins et qui me connaissent d'abord comme pour mes qualités, mes talents, avant de considérer que je suis un problème de la société dont il faut s'occuper.
quand on parle de la prise en charge, par exemple, des personnes handicapées, la notion de charge dit encore des choses voilà, de l'ordre de la lourdeur qui nous attristent un peu. On préfère parler d'accompagnement. Mais je pense que oui, les choses bougent. Si on ouvre, il faut ouvrir les portes. Alors, faut que le monde du handicap s'ouvre à la société, parce que parfois, c'est aussi ce monde-là où les familles elles-mêmes qui peuvent avoir des réticences parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, etc. Puis après, elles n'osent plus aller vers le monde ordinaire. Mais c'est surtout le monde ordinaire qui a du mal à faire de la place. Une fois que les personnes, si on ouvre les portes, rentrent dans la vie de la société, elles la transforment. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'œuvre de transformation pour un monde meilleur, je crois qu'il se fait assez naturellement dès que les personnes sont là et si on leur donne leur place. Et moi, je pense à des situations où, par exemple, on a inauguré notre nouvelle maison l'an dernier, et donc il y avait beaucoup d'élus qui venaient pour l'inauguration. Alors ils viennent parce qu'ils ont participé à financer, qu'il faut poser sur la photo, couper le ruban, puis après ils s'en vont. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux nous a dit en arrivant, je suis désolé, mais je suis attendu pour une autre manifestation après. Donc je suis là pendant 30 minutes et je devrais vous laisser. Je ne pourrai pas rester pour tous les discours et le petit moment de convivialité à suivre. Sauf que nos résidents qui ont accueilli tous les gens qui venaient ont presque pris par la main les uns et les autres sans se soucier de savoir s'ils étaient bénévoles, voisins, députés ou conseillers départementaux. Voilà, tu es là, je t'accueille, viens, je te montre mon studio et puis après on va aller ensemble à la fête. Et bien, ils se sont fait embarquer, et celui qui ne devait rester qu'une demi-heure, 1h30 après, il était toujours là, il tapait dans les mains en chantant du Jean-Jacques Goldman avec les résidents. Oui. Donc, si on permet la rencontre, alors je pense que la société est prête à se laisser transformer. Voilà. Mais est-ce que nos politiques vont dans ce sens de la rencontre? Alors, en tout cas, ce n'est pas ce qui les guide. Voilà. Je ne dirais pas que les politiques publiques aujourd'hui l'empêchent, mais on n'a pas dans l'idée que c'est d'abord ça l'enjeu. Or, j'en suis convaincu. Voilà, on a des politiques publiques aujourd'hui qui sont d'abord fondées sur des principes beaucoup plus techniques, beaucoup plus chiffrés, des choses très nécessaires, parfois d'un point de vue pratico-pratique, mais qui ne laisse pas forcément... L'idée de compensation ? L'idée de compensation du handicap, beaucoup, ça a été évoqué tout à l'heure, et je peux rebondir là-dessus, sur cette idée de l'indépendance. Alors, l'autonomie ne me pose pas de problème, moi, voilà. Mais être autonome, c'est une chose. Être indépendant et vouloir ne pas dépendre des autres, ça, c'est plus problématique. On est tous dépendants. On ne peut pas vivre seul. Et ces personnes-là nous rappellent aussi à ça. Alors il faut qu'à la fois qu'on les accompagne dans leur autonomie, mais qu'on accepte qu'il demeure une interdépendance entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, on a des politiques publiques qui plaident un peu pour le... Bon, c'est une société un peu individualiste, que chacun ait des moyens de subsistance, un cadre, un environnement adapté sur le plan matériel, etc. Et si on met toutes les conditions réunies, alors la personne va pouvoir être un citoyen. Mais en fait, on a aussi besoin d'avoir des amis. On a aussi besoin de faire la fête. On a aussi besoin d'avoir des lieux qui nous nourrissent sur le plan affectif, sur le plan spirituel, sur tout un tas de choses. Et ça, les politiques publiques s'en sont pas vraiment saisies pour l'instant. Merci. Alors Tanguy a parlé aussi dans sa vidéo, j'étais assez contente de cette idée, c'est cette difficulté de la société à accueillir la surprise. Je trouve ça effectivement chouette. J'espère qu'on vivra beaucoup de surprises pendant ce forum. Est-ce que ce serait en fait finalement une des raisons parmi d'autres qui nous empêche d'être heureux, de pas arriver à accueillir la surprise? Est-ce que vous partagez cela? Et est-ce que vous voyez finalement d'autres raisons qui nous empêchent d'être heureux? Joseph, vous voulez commencer? Non? Agathe? Pardon. Merci. Alors,
On aurait beaucoup d'histoires à raconter où lorsque un puissant de ce monde rencontre une personne handicapée et ça se passe pas comme prévu, quoi. Bon, la fable du roi est nu, etc. C'est exactement d'ailleurs dans ce registre-là, quoi. Et j'ai vécu des moments absolument savoureux, quoi. Mais le mieux dans cette affaire, c'est que les hommes politiques, ils sont habitués à être entourés de courtisans, quoi. Et tout le monde, depuis des années ou des décennies, les flatte, leur dit « Qu'est-ce que vous avez bien parlé? Qu'est-ce que vous avez bien décidé? Comme votre politique était judicieuse. » Et ils en ont marre, au fond d'eux, quoi. Et donc, soudain, qu'il y ait, par exemple, un enfant différent qui lui dit « Mais t'es couillon, toi. » Voilà, là, il y a parfois, même chez cette autre personne, quoi, un petit moment de bonheur, quoi. Et donc, comment faire pour multiplier ces rencontres, quoi, comment faire pour que, je dirais, il y ait cet imprévu humain. Je suis, moi aussi, très triste de voir que de plus en plus, les politiques publiques soient remplacées par des procédures administratives, quoi. Et là, dans l'algorithme administratif ou le tableau administratif, il n'y a pas de place, ni pour la différence, ni pour ces imprévus de rencontres. Or, la vie est une succession d'imprévus. C'est précisément ce qui en fait la saveur, ce qui en fait l'intérêt, quoi. Et donc justement, peut-être que dans l'univers, on va dire, du handicap, on a cette différence, cet imprévu à apporter. Si je peux vous faire une petite confidence, je suis assez régulièrement contacté de façon discrète par des gens qui ont réussi dans la vie, des gens qui ont fait belle carrière, qui se retrouvent à la tête de je ne sais quelle entreprise, qui parfois tourne à merveille, l'argent rentre à flot, mais cette personne me dit « Mais Joseph, il y a quelque chose qui me manque, je ne me sens pas épanoui, ça ne me correspond pas ou ça ne me correspond plus, j'ai besoin d'une activité qui fasse sens dans la vie. » Ça arrive très souvent. Et donc là, moi, je dis, mais bienvenue au club. On a toutes sortes de lieux, de rencontres, de personnes avec qui on peut passer du temps. Et une fois, un monsieur m'avait dit, j'ose espérer que votre crise existentielle arrivera tôt. Je trouve que c'est une phrase très intéressante. Et peut-être, d'une certaine façon, que cette pluralité, ces imprévus des rencontres sont ce qui manque peut-être le plus à notre société si crispée, tellement en quête de certitude qu'elle finit tout simplement par ne plus pouvoir vivre. Et donc vivre ces petites rencontres où un enfant, un jeune différent adresse directement la parole à je ne sais quel puissant de ce monde, c'est toujours extrêmement savoureux à suivre. En tout cas, je ne m'en lasse pas, on pourrait faire une BD à ce sujet-là. Mais bon, je m'arrête. Merci Joseph. Alors Agathe, la surprise, qu'est-ce que vous en pensez? L'accueil de la surprise. Bon, au début, j'en voulais pas, moi, de la surprise. Voilà. Mais finalement, en fait, quand je t'entendais, je me disais, mais en fait, ce problème, c'est souvent la peur. En fait, on est quand même dans une société où on a peur de beaucoup de choses. On a peur, évidemment, d'avoir un enfant handicapé, mais enfin, on a peur aussi, on a peur de mettre la planète jusqu'au bout et voilà, on a peur de ne pas avoir sa retraite, on n'a pas peur. Et en fait, je trouve que ces personnes-là, en fait, grâce au fait qu'elles vivent beaucoup plus au quotidien, alors je dis pas qu'elles n'ont pas peur, moi j'ai laissé Isabelle à une copine hier, elle était en pleurs, Isabelle, donc elle a peur. Je veux pas que tu partes, maman. Mais en fait, voilà, je sais que là, ça y est, aujourd'hui, elle est passée dans les médiatiers et qu'elle est plus là-dedans. Donc en fait, je trouve que la peur est un poison pour être heureux. Et la comparaison aussi est un poison. En fait, on peut pas... si on se compare, en fait, ça va pas, en fait. Voilà, chaque être est unique, en fait. Voilà, et quand tu racontais cette histoire, je suis allée mon fils aîné est à l'Arche, et il y avait l'anniversaire et tout ça, et l'évêque de Rennes est venu, et il s'est fait couper la parole au moins pendant l'homélie, mais je sais pas combien de fois il lui dit ouais, et l'amour, et l'amour, oui, l'amour, et la tendresse, et en fait il s'est fait couper la parole, et je me suis dit c'est quand même assez savoureux de voir l'évêque qui se prend, normalement on coupe pas la parole à l'évêque, mais en fait à l'Arche on peut y aller, comme on a vu dans ton foyer.
La peur, je trouve que souvent, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de la différence, c'est la peur de ne pas maîtriser ce qui va se passer. Et ça, c'est important qu'on accepte, qu'on lâche, hein, qu'on ne maîtrise pas les choses. Je vois bien que nous, les personnes qu'on accompagne, c'est pour ça que j'essaie de se laisser désarmer. Très souvent, c'est ça. Elles nous obligent, parce que ça ne va pas se passer comme prévu, à accepter que nous, on va faire au mieux, on va s'adapter, mais ne pas chercher à maîtriser. Et effectivement, on est dans une société où on voudrait que tout soit prévisible, que tout soit normé. C'est pour ça qu'on a de plus en plus, et on le déplore dans notre champ d'action, des protocoles et des choses qui ne collent pas avec l'imprévu, la spontanéité de ce qui fait qu'on est des humains tous différents et par nature imprévisibles. Voilà. Mais en tout cas, c'est source de beaucoup de joie parce que dans ces imprévus, il y a des imprévus dont on se passerait bien. Hein. Voilà, il y a parfois des incidents, des choses comme ça. Mais il y a les imprévus qui pimentent une journée, une semaine ou une année. Enfin, quand des gens de l'extérieur, assez éloignés de l'association, nous disent ou disent à mes collègues « Ah, vraiment, c'est formidable ce que vous faites, ils ont l'air très heureux, les résidents que vous accompagnez », ça agace mes collègues énormément. Parce qu'ils disent « Mais en fait, on n'est pas là pour les rendre heureux, on est là pour être heureux ensemble. Nous aussi, on est heureux de les accompagner. Ce n'est pas un sacerdoce, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une corvée de s'occuper de personnes handicapées. On a des métiers qui sont très dévalorisés, les métiers du care, les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement, parce qu'on ne comprend pas que c'est un boulot sympa et joyeux. Il y a des difficultés, mais qui n'en a pas? Et par contre, on est très récompensé par cette authenticité de ce qu'on vit et qui fait beaucoup de bien. Et des bénévoles, par exemple, qui sont venus parfois en disant je voudrais essayer de faire une bonne action, finalement, ils sont comblés, ils sont heureux et ils ne s'attendaient pas à ça. Donc il y a cette surprise de voir que peut-être que les gens à qui tu confies tes enfants, ils le font pour te rendre service parce que tu es une bonne copine, mais en fait, tu leur fais effectivement un très beau cadeau et ils ne s'attendaient pas à ça. Peut-être qu'on est un peu enfermé aussi dans nos représentations par rapport aux fragilités, à ce qui veut dire être atypique. Vous savez que l'OCH publie une revue qui s'appelle Ombres et Lumières et il y a peu nous avons fait un numéro, un dossier sur le regard et à cette occasion aussi on a effectué un sondage sur le regard des Français sur le handicap et cette étude finalement a révélé que les Français sont peu à l'aise avec le handicap, avec la différence, alors que les Jeux Olympiques venaient de passer, donc les Jeux Olympiques n'avaient rien changé par rapport à ça. Le regard même s'était un peu dégradé par rapport à une étude qu'on avait fait en 2021. Et ça particulièrement vis-à-vis du handicap psychique et certains handicaps qui ne sont pas visibles. À votre avis, qu'est-ce qui explique de fait ce malaise vis-à-vis du handicap? Alors vous en avez un peu parlé, mais est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Il faut les mettre dans les écoles. Il faut les mettre dans les écoles. Il faut qu'il y ait le maximum de... C'est petit qu'on apprend ça. C'est tout petit. Il faut alors voilà, Malo il a fait 2 petites sections, de moyenne section, de grande section, puis après il est parti en IME. En fait, il faut qu'il soit dans les écoles et qu'on s'adapte. Et en fait, je suis sûre que si les enfants vivaient avec d'autres enfants porteurs de handicap de manière naturelle, l'enfant il est hyper doué de ça. Et ben en fait, on pourrait changer le monde. Donc il faut vraiment qu'il soit dans les écoles. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Juste, on avait une coiffeuse dans le quartier à côté de notre première maison. Qui, parce que les résidents sont venus dans son salon se faire coiffer, m'a confié un jour, parce que j'allais aussi me faire couper les cheveux chez elle, en fait, je ne connaissais pas les personnes handicapées. Elle n'avait pas côtoyé, ni à l'école, ni dans sa formation, ni dans son quartier. C'est la première fois qu'elle avait un contact vraiment proche, fréquent avec des personnes en situation de handicap. Je lui ai dit, écoutez, venez partager un café avec nous un jour. Ah bon, vous croyez, je peux, mais oui, venez. Et depuis, elle est vraiment devenue une amie c'était plus que des clients. Et elle a cessé son activité maintenant. Elle continue de venir régulièrement avec les chouquettes à l'heure du café. Et je me dis, mais quelle tristesse que ces gens découvrent si tardivement cette simplicité, cette rencontre, cette joie qui effectivement n'a pas été permise auparavant. Et c'est vraiment, je rejoins tout à fait Agathe là-dessus, il faut que dans l'école, dans tous les lieux de culture, de loisirs, on donne la place. Voilà.
vous comprendrez qu'à l'ECH, notre signature, c'est la lumière de la rencontre. La société aussi nous dit qu'il faut être parfait. C'est un peu comme une injonction. Comment on peut s'affranchir finalement de cette injonction? Comment finalement gagner en liberté? Est-ce que Joseph, peut-être votre parcours aussi peut nous aider? Merci. J'ai eu la joie de travailler pendant peut-être 8 ans pour et dans le monde des aveugles. Je recommande de travailler dans l'univers des aveugles. Ces gens-là ne vous jugent pas sur la coiffure ou sur l'apparence. Ils voient le monde autrement, comme on peut le dire. Et c'est là qu'on arrive à la question clé, très concrète. Comment est-ce que, à votre avis, une personne aveugle prélève de l'argent au distributeur automatique? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Comment on fait concrètement? Une façon de faire, c'est de se poster devant le distributeur, de faire « Ouh, il y a quelqu'un, voici ma carte, mon code est 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous pourriez me prélever 50 € s'il vous plaît ?» Donc, quand j'avais vu cela en action, j'avais demandé, mais c'est pas possible, vous êtes sans doute fait arnaquer. Réponse, en 30 ans, jamais. Voilà, et donc là, on peut commencer à comprendre que ce que l'on appelle la différence, c'est souvent très relatif et que le problème n'est pas là où on le croit. Et que d'une certaine façon, il n'y a pas à être honteux d'être différent. Il y a, parce que, pardonnez, j'adore la poésie orientale, il y a une très belle poésie de l'Iran ancien qui s'appelle la conférence des oiseaux, le colloque des oiseaux de Attar. Et donc ce sont des oiseaux qui sont tous différents. Il n'y a pas un seul modèle d'oiseau. Il n'y en a pas un qui soit, je dirais, normal et l'autre pathologique. Ce sont des oiseaux qui se mettent en quête, d'un oiseau mythique, un qui s'appelle le simorgue. Donc il y a toutes sortes d'épreuves et de péripéties. Le rossignol qui est poussé par l'amour, il vit des déceptions, etc. Le pan qui est très narcissique, donc lui aussi il est tout chamboulé. Et à la fin du parcours, ils découvrent qu'en fait leur quête était déjà entre eux, parce que c'est un jeu de mots, le simorgue, ça veut dire 30 oiseaux en persan, voilà. Et donc cette conférence des oiseaux peut être une sorte peut-être de méditation personnelle. Il n'y a pas de honte à être un oiseau un peu différent des autres. C'est même bien, c'est ce qui fait l'enrichissement, la sagesse commune, Mais pour cela encore, il faut qu'il y ait un lien entre les humains. Je crois que celui qui a le mieux dit la chose, c'est Augustin d'Hippone. Il y a une métaphore d'Augustin qu'on appelle la métaphore du bois courbe. Alors c'est quoi la métaphore du bois courbe? C'est que si on plante, par exemple, un arbuste isolé, il va grandir mais mal. Parce qu'il y aura du vent et il sera déformé. Par contre, si on en plante plusieurs, ils vont grandir vers la lumière. Donc ça, c'est la métaphore du bois courbe. Ce sont les liens qui font, j'allais dire, société. Mais il ne faut pas que tous les arbres soient pareils. Merci beaucoup, Joseph. On va terminer avec cette belle métaphore et cette sagesse pour nous donner envie effectivement d'être créateurs de liens les uns pour les autres. Merci à tous les trois. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été là, de vous avoir aidé à réfléchir. J'ai envie quand même qu'on vous applaudisse très très fort.